On est en direct. Bonjour à tous. On va tester le son, vérifier que tout le monde nous entend. Et si c'est OK, Evelyne est en train d'écrire. C'est que ça a l'air de fonctionner. Génial. Camille, super. Tout est OK. Génial. Bienvenue. Et merci surtout pour votre présence. On est ravis que vous ayez pu vous libérer, prendre peut-être un café avec nous, le temps de votre digestion après repas, ou peut-être le temps de profiter de la sieste de vos enfants pour ceux qui sont concernés. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre du recul sur un sujet clé, notamment en période actuelle, la productivité. La productivité, elle est souvent analysée différemment d'un pays à un autre, mais l'objectif final est toujours le même, c'est d'atteindre ces objectifs. Et c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Corentine de Dreamcatcher Sales nous avait partagé une stat assez forte où elle indiquait que, à travers une interview qui avait été réalisée avec des VP Sales, il avait été observé moins 20% de productivité pour les équipes commerciales. Donc, ça nous a un peu sauté aux yeux. On s'est dit, moins 20, c'est énorme. Le sujet, finalement, on n'a pas hésité sur le thème à aborder. Et notamment aujourd'hui, on a voulu se focaliser sur ces fameuses équipes commerciales, cette force de vente qui, dans un contexte de télétravail massif, certains ont même choisi de rester au bureau dans les conditions actuelles parce que besoin d'émulation interne, besoin de rester connecté à l'équipe et d'avoir une motivation en fait entraînée par l'équipe elle-même. Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même un vrai sujet à aborder entre le manque de visibilité peut-être pour certains de la reprise, la vente physique pour d'autres qui a été forcée en visio et plus du tout avec le contact habituel, notamment sur une vente grand compte, et peut-être des cycles de vente qui ont été rallongés pour beaucoup. On avait envie d'impulser quelque part une positivité et de voir aujourd'hui le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et de vous partager justement notre élan, notre expérience, celle de nos clients aussi, puisqu'on accompagne tous des clients, et vous partager surtout des méthodos, des idées, et même on pourrait appeler des quick wins, si ça vous parle, des choses que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement dans votre contexte, et au détour notamment de trois visions qui sont fortes, et c'est justement pour ça qu'on a convié Corentine, Xavier et Evelyne, qui tous trois sont experts de l'efficacité commerciale, et je vais même en profiter pour partager une slide pour mettre en avant aussi les sociétés qu'ils représentent. Hop, je partage tout de suite mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez tous? C'est bon pour vous? Donc, comme je le disais, pour aborder ce sujet phare et parfois qui est même tabou, hein, la productivité, on va vraiment englober ce sujet avec trois visions. Celle de Corentine qui représente Dreamcatcher Sales et qui va nous partager une vision très orientée au recrutement, puisque c'est l'agence spécialisée dans le développement commercial et pionnière des prestations sales. Xavier, qui représente GetQuanti, leader des outils d'aide à la décision et à la prospection, notamment à travers l'analyse d'audience B2B. Et Evelyne, qui représente Booster Academy, qui est le premier centre d'entraînement à la vente et qui est réparti sur la France entière. Alors justement, pour aller dans le vif du sujet, je vais vous proposer chacun de parler justement de productivité. Et dans votre vision, justement, qu'est-ce que ça veut dire productivité? En quelques mots, peut-être que Corentine peut démarrer. Oui, bonjour à tous. Dans un premier temps, merci pour l'invitation, Sandrine. Effectivement, alors la productivité, qu'est-ce que c'est la productivité? C'est être plus efficace, c'est gagner du temps en règle générale. Moi, ce qui m'importe surtout, en fait, j'ai envie de dire, c'est aussi avoir la bonne structure, la bonne organisation, en fait, de la force de vente et avoir les bonnes ressources, en fait, quelle que soit la maturité de sa commercialisation. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, je sais que c'est en fait un souci constant, c'est d'avoir en fait la bonne taille de force de vente avec les bonnes ressources sur son cycle de vente. Donc voilà en fait la définition que je donnerai, parce que je sais après que le gain de temps peut aussi se trouver dans d'autres domaines qui sont plus spécifiques à ceux de Xavier et d'Evelyne. Parfait. Evelyne, est-ce que tu peux compléter?
Oui, alors tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous et bienvenue. Puis j'ai reconnu plein de gens que je connaissais, donc coucou à tout le monde. Alors sur la productivité commerciale aujourd'hui, parce que l'intérêt c'est de se remettre dans le contexte actuel, c'est de se dire déjà que tout le monde n'est pas en train de vivre exactement la même expérience. Vous avez des gens qui sont en très très forte progression, d'autres qui sont en très forte régression, et puis d'autres où ça n'a pas tellement bougé. Mais ce qui est assez amusant, c'est que tout le monde du même secteur d'activité n'est pas toujours en très forte progression, voire en régression. Donc, ça veut dire que, en définitive, ça dépend pas que du secteur d'activité. Évidemment, j'enlève restauration, hôtellerie, etc., événementiel, donc quelques gros secteurs où là, il n'y a pas trop de sujets, hélas, dans la régression. Mais dans des boîtes relativement classiques, on se rend compte, en fait, que la productivité commerciale et puis donc les gains commerciaux vont quand même dépendre déjà de l'état d'esprit du dirigeant à ce moment-là, de sa capacité à porter le sujet et de sa capacité à prendre du recul. Alors moi, ce que j'ai envie de dire pour améliorer sa productivité et regarder sa productivité, il y a un premier sujet qui est de toute manière le sujet classique qui revient systématiquement, mais là, il faut le retravailler différemment, c'est réidentifier ses cibles. C'est quoi les cibles d'aujourd'hui? Elles ont changé par rapport même au premier confinement, etc. Donc, redéfinir ces cibles. On a des vrais outils qui vous permettent de mettre et de prioriser ce sujet-là. Réidentifier quels sont les mécanismes. Alors ça fait 1 an qu'on doit y travailler et qu'on y travaille. Réidentifier les mécanismes pour développer, prospecter, fidéliser les clients. On voit bien qu'aujourd'hui, on fait pas la même chose qu'avant. Donc, je fidélise. Avant, je faisais une grosse fiesta, j'invitais tout le monde. Là, maintenant, je vais travailler différemment. Donc, réidentifier tous ces mécanismes-là. Autre sujet sur l'amélioration de la productivité, c'est se mettre à niveau, au niveau digital. Alors, le minimum, pour être très râler pas crête, c'est déjà, mais je vois encore chez beaucoup de mes clients où c'est pas le cas, déjà les fiches LinkedIn, son savoir-faire, etc. Bon, tous ceux qui nous écoutent, c'est évident que ceux-là sont bons. Mais si là-dedans, il y a des dirigeants qui surveillent quand même les fiches de leurs collaborateurs. Et puis, retravailler, savoir travailler avec tous les outils à distance qui existent aujourd'hui. Et ça, on voit bien que tout le monde dans une équipe commerciale n'est pas au même niveau. Et puis, vraiment, le dernier point, et j'aurais 10 000 choses à vous dire, mais il n'y a pas que moi qui parle. Donc, prendre le temps de sa stratégie, de revoir et de réidentifier, de retravailler sa stratégie commerciale. Et ça, ne pas hésiter à le faire seul, mais également avec ses collaborateurs, également avec ses managers. En tout cas, il y a un vrai sujet et aujourd'hui, il faut regarder sous un nouveau prisme l'ensemble du développement du business. Merci pour cette overview et on va y revenir dans le détail juste après avec la vision que tu nous partages notamment sur la formation. Et pour finir, Xavier, quel est ton point de vue sur le sujet et quels sont les mots qui peuvent illustrer la productivité dans ta vision plutôt outils et méthodos? Alors bonjour à tous, et effectivement je suis très content de participer, d'élargir justement le débat sur autre chose que ce qui nous préoccupe habituellement, c'est-à-dire vraiment les outils. Là on va pouvoir échanger sur différentes dimensions. Moi c'est vrai que je vais vous parler de la productivité commerciale du commercial au quotidien, c'est-à-dire en fait le temps qu'il doit passer aujourd'hui pour bien réaliser son job. On estime que à peu près 60% du temps passé par un commercial aujourd'hui n'est pas réellement consacré à de la vente, mais plutôt justement à l'utilisation de la donnée, l'enrichissement, et donc d'une certaine manière pourrait être optimisé par les outils qui sont aujourd'hui disponibles. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que déjà avant la crise et encore plus pendant cette crise-là, il se trouve que on a d'énormes qualités en France. On a beaucoup de solutions françaises optimisées pour notre manière de fonctionner, pour nous aider dans la prospection commerciale. On reviendra dessus. Et donc, il existe aujourd'hui les outils, l'intelligence artificielle, la donnée, permettant de faire des gains très importants en termes d'efficacité, à la fois que ce soit sur son propre temps, mais également comment on interagit avec les autres. Et je pense notamment parce que c'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup, qui est l'alignement entre marketing et commerciaux. Comment on met en place en fait un processus fluide entre la détection, l'identification de leads, la communication vers les équipes, leur traitement effectif, et faire en sorte que tout ça soit optimal, que chacun ne travaille pas dans son coin, et surtout qu'on soit tous alignés vers sa bonne cible dans le même objectif. Et je vous partagerai des KPI qui font qu'effectivement les gains de productivité sont énormes. Et aujourd'hui, entre nos clients qu'on accompagne, on a vraiment des effets d'échelle en fait à gagner. Donc, profitons de cette période où on est obligé un peu de se réinventer, où quelque part il y a aussi tout le monde a conscience qu'il faut se réinventer, ce qui n'était pas forcément le cas il y a peut-être même l'année dernière ou il y a 2 ans. On peut faire bouger les choses et c'est le moment de le faire. Et on verra qu'on a beaucoup à y gagner.
Merci à tous les trois. Donc, effectivement, j'ai noté le mot se réinventer, changer de prisme. Justement, sur une des premières questions qui va alimenter le débat, comment évolue l'organisation de la force de vente aujourd'hui, selon toi, Corentine? Tu nous avais partagé justement que sur cette productivité, il y avait une optimisation au niveau organisation, au niveau ressources, niveau compétences, peut-être de l'externalisation aussi de prestations. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'organisation de la force de vente pour toi? Oui, effectivement. Écoutez, Evelyne et Xavier, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressort aussi, c'est que il faut s'adapter de toute façon au contexte, il faut s'adapter à son marché, et donc effectivement, il faut revoir son ciblage aussi pour la plupart en fait des sales qui vont nous écouter aujourd'hui. Donc forcément, ça va impacter aussi sur l'organisation de la force de vente. Et d'ailleurs, j'allais dire, les deux postes sur lesquels il faut être focus quand on cherche à gagner des points de productivité sur l'organisation commerciale sont en amont, sont ceux qui interagissent en fait avec les prospects en amont du cycle de vente, et ceux qui sont en fait qui travaillent main dans la main avec l'équipe marketing. Donc en fait, j'allais dire, j'ai envie de mettre en avant en fait deux principaux postes qui subissent aujourd'hui les plus grandes évolutions en fait de l'organisation de la force de vente. C'est notamment le premier, c'est le SDR. Alors le SDR en fait qui avait pourtant qui a besoin d'être valorisé, parce que les SDR, on a souvent en 2015, quand on a créé Dreamcatcher Sales, on nous demandait en fait des petits profils qui coûtent pas cher, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et en fait, moi, je pense que c'est une erreur. Et depuis le début, je le pense, parce que le SDR, c'est vraiment en fait celui qui est le premier contact avec les prospects. C'est celui qui doit finalement avoir des compétences marketing en plus en fait de compétences sales. Et ça va être de plus en plus le cas. Vous allez voir en fait que le métier de SDR va évoluer. SDR, je vois qu'il y a une question sur le chat, c'est quoi? C'est Sales Department représentatif, c'est celui en fait qui va avoir pour objet de créer en fait, d'identifier les interlocuteurs, enfin les cibles déjà, et les interlocuteurs dans la cible, les décisionnaires donc, et qui va être en charge de créer des bases de données qualifiées et de prendre des rendez-vous qualifiés en fait avant de faire la passation aux comptes exécutifs, aux business développeurs qui eux vont closer. Donc, en fait, le SDR, il est vraiment très en amont, comme je le disais, en fait, sur le cycle de vente, et il va vraiment être un expert de la qualification, en fait, et du ciblage. Et donc, c'est important, du coup, que ce SDR, il est quand même… que ce soit aussi un expert, j'allais dire, de son secteur, qu'il maîtrise aussi les différents tools dont Xavier va parler notamment, parce qu'aujourd'hui, un SDR, il a quand même pléthore d'outils à sa disposition pour bien faire son job. Et c'est le SDR, notamment aux États-Unis, c'est vraiment en fait quelqu'un qui gagne extrêmement bien sa vie, et on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une évolution aussi du salaire sur le marché français. Aujourd'hui, un SDR, si vous descendez en dessous de 30 à 35 fixes, cas fixes, j'allais dire, vous n'allez pas forcément avoir le bon SDR en fait qui va vraiment être un expert sur le cycle de vente. Donc ça, c'est très important. C'est une évolution qui est majeure en fait. On a vu il y a quelques années, la grande tendance était sur le customer success, parce qu'on est dans une économie d'expérience. Mais là, aujourd'hui, on est dans une économie d'empathie. Il faut que dès le premier contact, en fait, surtout après la crise sanitaire que l'on vient de vivre, et qui en fait nous remet dans une position d'humain, ça a fait ressortir tout simplement qu'on est tous égaux devant notre humanité. Et donc, l'empathie est hyper importante, notamment dans notre manière de faire du sales aujourd'hui. Et donc, voilà, le SDR est celui qui doit en fait faire preuve d'empathie et doit vraiment tout de suite avoir la bonne posture en fait auprès des interlocuteurs. Donc, pensez toujours à bien valoriser ces fonctions-là au sein de votre force de vente. Pensez toujours à bien définir aussi le profil qui va être idéal pour cette première approche. Il y a aussi une évolution parce qu'effectivement, la structure de la force de vente évolue au fur et à mesure de la maturité en fait de votre commercialisation. C'est ce que je disais. Et on s'aperçoit au début, le SDR, c'est une personne qui fait à la fois de l'inbound marketing et de l'outbound marketing, c'est-à-dire qu'il va à la fois gérer en fait du lead entrant et faire aussi de l'appel sortant, de la prospection à froid, j'allais dire. Et puis on s'aperçoit que quand on lance des campagnes et qu'il y a beaucoup de leads à gérer d'un coup, on n'a plus le temps de faire de la prospection, et ça c'est pas bien, parce que c'est l'un des conseils
que l'on va pouvoir vous donner en matière de gains de productivité, il faut absolument garder le rythme. Il faut absolument, en fait, faire de la prospection de manière régulière, que ce soit 2 heures par jour ou que ce soit 2 créneaux de demi-journée, en fait, par semaine, par exemple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les forces de vente aujourd'hui, on distingue les SDR et les BDR. Donc, les SDR, ils vont se concentrer sur l'inbound marketing, à la gestion, en fait, de leads entrants, et les BDR, pour business développement représentative, ils vont faire que de l'outbound. Donc, chez tous les éditeurs de logiciels qui ont déjà une force de vente très structurée aujourd'hui, pourquoi je parle des éditeurs logiciels? Parce que c'est eux qui, en général, donnent le là en matière d'organisation commerciale. Il y a aujourd'hui des SDR et des BDR en amont du cycle de vente. Arrête-moi, Sandrine, si jamais il y a des questions par rapport à cela. Mais... Non, c'est bon, tu peux continuer. Je regardais. Il y a quand même une question qui est assez récurrente et qui revient, parce que c'est le grand fantasme du paiement, parce que en fait, je compatis, Corentine, à tous les clients qui te disent je veux un commercial. Alors, tu t'appelles un SDR, mais qui ait 10 ans d'expérience, qui soit hyper bon, mais qui soit pas cher, etc. Qui coûte le moins cher possible. Voilà. Donc, je pense que la valorisation des métiers commerciaux, je pense qu'à toutes les deux, on doit pouvoir prendre la parole et dire s'il vous plaît, respectez les commerciaux et payez-les correctement. Et donc, il y a une question un petit peu récurrente, c'est le commissionnement et le niveau de rémunération. Est-ce que tu as j'allais dire, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à conseiller à chaque fois, mais ça dépend tellement du marché que je n'ai pas de réponse toute faite. En général, en fait, un SDR, ça reste quand même un profil chasseur. Donc, les profils chasseurs dans le monde des sales, ils ont une répartition salariale qui est de 60-40, c'est-à-dire 60% en fixe et 40% en variable. Maintenant qu'on sait ça nous aide pas grand-chose, ça nous aide pas beaucoup non plus. Donc, ça va être en fonction de son cycle de vente et de son panier moyen. Et le SDR, il est quand même, quoi que je dis ça, et en fait, non, le SDR, pardon, il n'est pas incentivé sur le chiffre d'affaires généré parce qu'il s'arrête à la prise de rendez-vous qualifié. Il est incentivé, en fait, à la prise de rendez-vous. Ça, c'était ce que l'on voyait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, en fait, on a un langage qui est beaucoup plus scientifique parce qu'un SDR, il va transformer des MQL, donc Marketing Qualified Lead, en SQL, Sales Qualified Lead. Et donc, du coup, il va être incentivé sur le nombre de SQL qu'il génère. Et il y en a même qui vont incentiver aujourd'hui sur du SAL, c'est du Sales Accepted Lead, c'est-à-dire c'est du lead qui est accepté par le compte exécutif. C'est-à-dire c'est du lead ultra ciblé. Où là, oui, le compte exécutif, c'est-à-dire celui qui va closer, le closer, ou peu importe comment on l'appelle, que ce soit un business développeur ou un compte exécutif, il va en fait dire si oui ou non il accepte ce lead-là. Et donc, c'est uniquement les leads acceptés qui vont compter dans le variable en fait du SDR. Donc voilà, il y a quand même plusieurs manières de calculer d'incentiver les SDR, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que ça se fait rarement sur le chiffre d'affaires en fait généré. On est très en amont du cycle de vente et donc on va l'incentiver uniquement sur le volume de leads en fait acceptés, générés ou le nombre de rendez-vous en fait que le compte exécutif va faire et donc c'est des rendez-vous qui vont évidemment déboucher sur qui ont été qualifiés, c'est-à-dire avec des décisionnaires, le besoin du décisionnaire qui a été en fait ressorti par le SDR, qui a déjà été identifié par le SDR, et l'intensité du besoin. On oublie aussi souvent l'intensité du besoin, mais c'est ultra important. C'est-à-dire que on peut faire ressortir un besoin, mais s'il est dans un an, ça valait peut-être pas le coup en fait que le compte exécutif se déplace à aller à un rendez-vous physique. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus beaucoup des rendez-vous physiques, mais ça va revenir. Et donc voilà, en tout cas c'est le plus important à retenir. Alors déjà, Corentine, je te remercie parce qu'en utilisant ce nouveau vocabulaire très start-up et très HubSpot, tu vas me donner plein de business parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne comprennent rien à ce niveau de segmentation business, alors qu'on reconnaît bien dans les stratégies HubSpot, de qualification, de marketing automation, etc. Mais donc, tous ceux qui comprennent pas, appelez Booster Academy, on va tout vous expliquer. Également. C'est extrêmement simple en réalité, sinon vous retenez juste que c'est en nombre de rendez-vous, tout simplement, qu'ils prennent pour les sales. Ensuite, le deuxième, pardon ? Vas-y, j'allais dire justement, on utilise pas mal de jargon, mais qui sont finalement, tu les as bien redétaillés, redéfinis. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de le demander sur le chat et je compléterai aussi à l'écrit. Et le premier tips, si on peut résumer cette partie-là, c'est finalement, tu nous dis qu'il y a
des nouveaux postes, des postes avec des noms justement repris de l'anglais et qui donnent aussi beaucoup le là sur l'organisation commerciale. Et finalement, des organisations qui sont nouvelles et c'est un gain de productivité nouveau, ne serait-ce que déjà de compartimenter finalement le parcours client, le parcours. Exactement. Okay. Et il y a un nouveau poste aussi qui apparaît, Sales. Alors là, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais c'est quand même une grande tendance qu'il faut connaître aussi. C'est vraiment pour tous ceux, en fait, qui, parmi nos auditeurs, qui sont des Sales et qui se demandent aussi quelle perspective d'évolution ils peuvent avoir. Vous n'êtes pas obligés d'être manager tous, parce qu'on n'a pas tous vocation à être manager, mais vous pouvez devenir, par exemple, Sales Enabler. Alors, Sales Enabler, c'est quoi? On parle d'activation des ventes. C'est une personne, en fait, qui va s'occuper à faire gagner en productivité, justement, la force de vente existantes. Tous ceux qui sont dans la force de vente, que ce soit en vente directe ou indirecte. Donc, c'est-à-dire ceux qui, en fait, prospectent des clients ou ceux qui prospectent des partenaires. Que ce soit, en fait, les SDR qui sont, comme je l'ai dit, qui prennent du rendez-vous qualifié, ou les comptes exécutifs qui sont closers, ou les comptes managers qui s'occupent de la fidélisation client. Quelles que soient les ressources, en fait, sales qu'il y a dans l'entreprise, aujourd'hui, le Sales Enabler, il est là pour optimiser, pour leur faire gagner du temps, pour optimiser leur support, par exemple créer des dashboards dans les CRM, créer des devis qui fassent bien ressortir le besoin du client. Ça aussi, c'est du Sales Enablement, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est optimiser aussi les process déjà existants. C'est donc utiliser aussi, identifier peut-être les nouveaux outils qui vont faire gagner du temps. C'est une vraie demande qu'il y a, pas forcément en recrutement, pas forcément à temps plein dans les boîtes, mais ça peut être aussi en mission, tout simplement, en prestation de service, où on fait appel à un Sales Enabler pendant quelques mois pour pouvoir optimiser déjà l'organisation initiale de la force de vente. Et là, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, je pourrais vous donner plein d'informations là-dessus aussi. Ça marche. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que là, nous, on a une très grande nouvelle chez Booster Academy, c'est qu'on vient de monter un bachelor avec Media School, donc un premier bachelor Booster Academy Media School qui s'appelle la Business School. Et tout ce que nous dit Corentine, qui est fondamental, alors dans le business à venir, mais aussi, il faut savoir que les jeunes de plus en plus sont aguerris à ce vocabulaire-là. Et si vous, dans les entreprises, vous n'y êtes pas, il risque d'y avoir un décalage. Et dans ce bachelor, qui va être complètement à distance sur donc la vente, c'est tous ces sujets que l'on va traiter. Donc, si vous recherchez des jeunes, vous allez rechercher des alternants, allez voir ce qu'on fait sur la Business School. Ça va être complètement en phase avec ce que dit Corentine, qui est complètement dans l'air du temps. Et c'est pas évident quand on t'écoute, Corentine, ça fait un peu peur parfois parce que c'est du nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle. C'est aussi pourquoi il y a ce nouveau vocabulaire. Je pense que il faut donner la vraie raison. C'est parce qu'il y a des nouveaux outils derrière. Et Xavier va sûrement aussi nous en parler. Et tous ces nouveaux outils sont à des moments du processus de vente différents et font que le mécanisme de développement, de fidélisation devient différent. Et donc, tout ça, il faut l'intégrer. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que ce bachelor existe plutôt pour des jeunes et des alternants et vous pouvez y aller parce que tout cet écosystème, c'est quand même le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde de demain. Et justement, Evelyne, ça fait une très belle transition avec un sujet aussi qui nous anime et sur lequel tu as un fort, on va dire une forte évolution et puis une discussion, on va dire quotidienne avec tes équipes et les clients que tu suis. C'est notamment les hard skills et les soft skills. Aujourd'hui, justement, quelles sont les nouvelles compétences que les commerciaux doivent avoir et peut-être même qu'on parle de leur motivation, de leur peur existante. Quelles sont finalement ces idées-là de ton côté ? Oui, alors là, je sens qu'on nous reproche d'être très anglo-saxon dans notre terminologie. Alors pourquoi? Mais heureusement que Xavier va nous montrer qu'il existe des solutions françaises qui sont top. Donc il y en a, mais malgré tout, c'est pas les plus importantes. Et donc beaucoup de solutions, en définitive, qui existent aujourd'hui sont anglo-saxonnes et donc nous ont un peu forcés à prendre ce vocabulaire anglo-saxon. Je suis d'accord avec vous, c'est pas essentiel. Alors, qu'est-ce qui fait dans les compétences aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois travailler dans mes compétences? Alors, il faut savoir que nous, chez Booster Academy, on dit toujours que la vente, c'est 3 grands piliers. C'est la partie mentale,
la partie comportementale, la technique de vente. Et on voit bien que ces trois grands piliers sont très, très aujourd'hui bousculés par des nouvelles façons de décider, de communiquer, par les angoisses aussi, parce que quand vous regardez en fait la réalité du business et des gens, vous avez quand même un quart de la population qui est proche de la dépression et du mal-être. Et ça, vous l'avez aussi bien chez les commerciaux que chez les dirigeants et que chez nos clients. Et donc, tout ça, cette partie mentale, cette résilience potentielle ou pas, il faut véritablement se poser la question de qui j'ai en face de moi et dans quel état d'esprit il est. Donc, tous ces trois piliers-là ont été impactés par cette année de Covid. Et donc, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille et qui me semble important, moi, je mettrais en numéro 1, c'est la créativité. C'est-à-dire quoi faire avec ce qu'on a et avec la chance qu'on peut avoir. Moi, j'ai la chance, je suis ultra positive tout le temps. Donc, ça, c'est une vraie chance. Et j'ai envie de le transmettre à la fois à tous les commerciaux et tous les dirigeants. Mais qu'est-ce que je peux faire en termes de créativité et comment je peux repenser ma façon de travailler? Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille beaucoup et qui est en transverse dans toutes nos formations. On a évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, un vrai sujet sur le savoir-faire commercial, sur la vente à distance, sur la façon dont je vais approcher la cible, etc. Donc là, il y a des vrais sujets là-dessus. Et sans refaire le monde, il faut que je repense à tout ça, même si aujourd'hui, la découverte des besoins du client reste la découverte des besoins du client et le processus de vente tel quel. Mais malgré tout, je dois repenser toute cette dynamique-là. Retravailler le mental, la résilience. Et là, aujourd'hui, on a systématiquement un temps dans toutes nos formations sur ce sujet-là, sur le mental. Beaucoup de gens, quand même, sont en difficulté. Je pense à tous les commerciaux qui sont obligés de travailler en télétravail et qui ont des enfants à la maison, à ceux qui ne sont pas sortis de chez eux dans certains très grands comptes depuis un an, qui ne sont pas allés au bureau. Enfin, on a quand même des gens qui sont dans une situation très particulière et si on les accompagne pas, c'est quand même un problème. Et puis, tous les sujets aujourd'hui de prospection avec des nouveaux outils, avec des nouvelles méthodes sur lesquelles il faut travailler à la fois la partie prospection je veux dire outillage et méthodologique. Et je différencie toujours les deux. Et d'ailleurs, Xavier pourra aussi en parler parce que l'outil n'amène pas la méthodo n'amène pas l'outil. Et donc, systématiquement, il faut toujours travailler les deux en parallèle. C'est pas parce que vous amenez le plus bel outil du monde, si vous n'amenez pas la méthodo derrière, il se passera quand même pas grand-chose. Justement, Xavier, est-ce que tu peux compléter par rapport aux outils? Quelles sont pour toi justement ces nouvelles compétences qu'un sales doit apprendre ou doit avoir pour faire face à ces nouvelles méthodos et cette organisation qui évolue? Oui, je vais effectivement faire le lien avec les skills, parce qu'en fait, tu as beaucoup parlé, Evelyne, effectivement, des skills, on va dire, du commercial dans son métier de vente, mais c'est vrai qu'à partir du moment, et c'est de plus en plus le cas, où il est confronté à une problématique d'utiliser des outils pour l'aider dans sa tâche, il faut également, aujourd'hui, qu'il soit capable bien sûr, d'apprécier ça, en tout cas d'intégrer l'utilisation d'outils dans son quotidien, ce qui demande aussi un peu de rigueur, effectivement. On a tous connu les premiers jours du CRM où en fait on avait un outil mais il n'y avait pas de données dedans ou pas rempli et on sait très bien que sans données on va pas pouvoir faire grand chose. Donc vient avec la chance de pouvoir utiliser des outils une nouvelle exigence qui consiste à les utiliser de manière rigoureuse et également une forme de transparence qui n'est pas toujours on va dire la qualité naturelle ou historique en fait quand on est des équipes commerciales où en fait on est parfois dans des logiques de portefeuille et de territoire. Or si on veut utiliser ces nouveaux outils qui vont aller piocher de la data un peu partout, il va falloir apprendre à accepter que la donnée qu'on manipule en tant que sur son portefeuille, elle soit partagée au sein de l'équipe sales, elle soit partagée avec l'équipe marketing. Et le vrai changement, et je vais revenir dessus, c'est qu'on va pouvoir introduire des outils à différentes étapes de l'activité de vente, mais des outils et de la donnée qui va aussi être partagée en dehors de l'équipe de vente avec notamment les équipes marketing pour que ça fonctionne bien. Donc, si j'enchaîne, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bien entendu, on dispose peu de temps, mais on commence à avoir du recul, en tout cas chez GetQuanti, parce que ça fait à peu près maintenant 3 ans qu'on travaille sur des nouvelles méthodes
de vente appuyés sur la donnée qu'on est capable de générer et qui change un peu la donne. Et on commence du coup à avoir des résultats probants, c'est-à-dire on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à gagner à changer ses méthodes, à digitaliser sa prospection, à organiser les choses proprement. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en joignabilité, par exemple, qui est souvent un indicateur clé de performance du commercial, c'est lui, il a une liste de leads à contacter. Et son premier écueil, c'est comment j'arrive à contacter, à joindre et à argumenter en fait mes prospects. Et on a des joignabilités qui tombent naturellement, qui baissent, hein, que ce soit l'ouverture des emails ou la tolérance au téléphone. Eh bien, avec des outils comme ceux dont je vais vous parler, qui vous permettent de vous focaliser sur des prospects en recherche active de vos solutions, on peut jusqu'à tripler la joignabilité, c'est-à-dire finalement obtenir un accueil positif quand on fait une tentative de commerciale, au lieu de taper, on va dire, dans la prospection à froid au hasard et de se faire renvoyer sur les roses. Si vous appelez des entreprises qui ont vraiment besoin de votre solution, qui sont dans un état intéressant et qui vous connaissent, forcément, vous allez plus performer, et c'est cet ordre de grandeur. Et en termes d'accélération des ventes, aujourd'hui, avec des process et des outils correctement configurés, on va jusqu'à doubler la performance ou diviser par 2 le cycle de vente. Donc, ce n'est pas l'épaisseur du trait. C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ça demande un effort, ça demande de se réorganiser, ça demande des nouveaux skills, mais derrière, il y a des vraies échelles de gains de performance. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et finalement, comment on arrive à ces gains de performance? Evelyne l'a dit, il y a les outils, je vais en reparler tout de suite. Il y a les process, parce que les outils sans le process, ça ne va effectivement rien donner. Et une partie du process, c'est le pilotage, c'est comment on vérifie que ce qu'on va mettre en place va améliorer de la performance. Et sans ces 3 éléments, on peut tenter plein de choses et puis ne jamais progresser. Donc, sur les outils, effectivement, on a la chance d'être sur le domaine marketing, martech, commercial, de plus en plus outillé et d'avoir beaucoup d'outils à disposition, pas très chers. Parce qu'au final, effectivement, c'est souvent des solutions SaaS qui vont coûter, elle est de l'ordre de grandeur, entre 50 et 100 euros par utilisateur par mois pour pouvoir disposer de nouvelles données, de nouvelles capacités. Donc, dans l'absolu, par rapport en général à ce que vous vendez, si c'est bien utilisé, c'est des outils qui sont facilement rentabilisés. Et en fait, il y a plusieurs étapes à outiller. La première, et c'est celle que je connais évidemment le mieux, puisque c'est celle où nous, on agit en tant que GetQuanti, c'est comment alimenter le pipe, donc vos forces commerciales, avec du lead le plus qualifié possible et le plus cohérent avec ce que vous recherchez. Et on passe d'un âge où on faisait beaucoup de bases de collecte un peu massive, de bases de données un peu sauvages, où on avait à l'époque, avant le RGPD, le droit de le faire, et ensuite on mettait des équipes à téléphoner, à essayer finalement un petit peu au hasard d'aller contacter les clients. Ça, d'une part, c'est pas très efficace, c'est de moins en moins permis avec les contraintes RGPD. Et du coup, on peut lui préférer des outils plus intelligents qui vont faire appel à de l'intelligence artificielle avec des bases de données croisées pour appeler réellement des gens qui sont dans vos cibles, d'où le lien avec avoir bien défini qui on recherche, et pas seulement dans vos cibles, mais qui, à un instant T, sont en recherche active de solutions que vous proposez. Et c'est là où le lien qu'on peut faire avec des signaux, des gens qui s'intéressent à des signaux faibles, comme Sparklane, par exemple, qui va regarder ou Nomination, qui va regarder les changements de poste, les levées de fonds, etc. Donc ça peut être une première source intéressante pour commencer à constituer sa cible. Et puis, si on veut aller encore plus proche de soi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec GetQuanti, on va mettre la solution sur le site web et donc on va uniquement s'intéresser aux prospects que vous avez réussi à faire venir. Et en plus, on va les trier de manière à pouvoir alimenter le pipe avec du lead de gens qui ont déjà fait une première démarche, même s'ils ne vous ont pas laissé leurs coordonnées. Et donc, ce signal-là, il est très fort et il concerne à la fois des gens que vous n'avez jamais vus, mais également tous les gens, finalement, avec lesquels vous interagissez ou vos commerciaux interagissent. Et c'est très important de pouvoir avoir un peu cette supervision de tous les comptes que vous travaillez, parce que dès que quelque chose va se passer, vous allez pouvoir finalement aiguiller le commercial vers la bonne personne à appeler maintenant. Et je crois que c'est ça la grande différence par rapport à avant. Les outils qu'on est en train d'adopter, ils sont de plus en plus temps réel, ils sont de plus en plus connectés à ce qui se passe maintenant, et on a de plus en plus besoin d'avoir cette dimension temps.
pour trier dans son CRM, trier dans son pipe. Donc, vous avez une première catégorie d'outils qui vont, donc, dont fait partie GetConti, qui peuvent aller jusqu'à… Xavier, je peux t'interrompre 2 secondes parce que moi, j'utilise ces outils GetConti. Alors, toi, t'en parles, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est facile. Non, c'est pas facile. Moi, c'est plus simple pour moi aussi d'expliquer le bénéfice. Moi, ça fait des années, ça fait 7-8 ans depuis peut-être le début de GetConti. Et on peut pas imaginer comment… Enfin, le fait que vous ayez tous les matins le nom de toutes les boîtes qui se sont connectées sur votre site, avec des fois des informations complémentaires en fonction de savoir s'ils viennent de votre base de données ou pas. Mais admettons les boîtes et savoir le parcours qu'il a fait sur votre site. Derrière, vous avez des prospects que vous ne connaissez pas et là vous vous réveillez, vous dites va peut-être falloir quand même que vite je les contacte parce que quelqu'un qui a passé 20 minutes sur votre site, qui est allé voir 10 pages, c'est qu'a priori le besoin il est quand même il est là. Parfois vous avez aussi un autre cas, moi j'ai beaucoup apprécié et ce qui m'a permis de re-signer énormément de clients, ce sont les gens avec qui vous n'avez pas fait de deal depuis 2-3 ans et que vous voyez réapparaître sur votre site. Brutalement, du jour au lendemain. Et là, vous dites waouh. Et donc, vous savez qui recontacter parce que là, vous connaissez bien le compte en question. Et à chaque fois, évidemment, il est étonné parce que vous dites pas bonjour, j'ai vu sur GetConti que, mais ça vous permet d'accélérer votre processus. Donc ça, c'est un outil, moi, que j'ai trouvé magique. Et je suis très, très étonnée qu'il soit pas répandu dans toutes les forces de vente en trop de B2B parce que c'est vraiment tous les matins, vous savez qui s'est connecté sur votre site la veille. C'est quand même vraiment magique. Absolument, merci Evelyne, effectivement. Et ce que tu as décrit qui est sur le pipe dormant, ce qu'on appelle le pipe dormant, effectivement, et qui vient finalement changer la donne par rapport à ce que souvent c'est développé dans les équipes commerciales, c'est le CRM est devenu un outil de gestionnaire de tâches souvent, parce qu'en fait on essaye d'appeler un client, il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à avoir, et quand on les a, c'est pas le bon moment. Donc on se met une tâche en disant, bah tiens, à rappeler dans 3 mois, à rappeler dans 6 mois. Sauf que c'est jamais dans 3 mois ou dans 6 mois qu'il faut rappeler le prospect, c'est soit avant, parce qu'en fait, lui, il a progressé dans son process et vous ne le savez pas, et vous arrivez trop tard, soit dans 3 et 6 mois, ce n'est pas encore le bon moment. Et donc, c'est de remplacer cette espèce d'hypothèse qu'il faudrait le rappeler magiquement dans 3 mois ou dans 6 mois par, en fait, une observation. Et c'est vraiment se baser sur ce flux-là qui va, en fait, nous, aujourd'hui, tous les leads triés par nos SDR, donc dont Corentine parlait, sont retriés tous les 15 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on interdit quasiment à nos commerciaux de trop se disperser sur autre chose que finalement des prospects sur lesquels on a une preuve d'activité. Alors, la suite du cycle, elle est aussi à outiller parce que une fois qu'on a des entreprises intéressantes et intéressées à contacter, bien entendu, il reste à le faire pour de vrai. Et là il y a beaucoup d'énergie qui est consacrée pour finalement trouver, rentrer en contact avec les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes. Donc là, vous avez évidemment la base de données professionnelle mondiale, c'est LinkedIn. Donc, j'imagine aucune équipe commerciale fonctionner sans LinkedIn et son extension Sales Navigator en général pour avoir une finesse d'analyse plus importante. Et puis, ça vous donne, c'est énorme, ça vous donne l'organigramme quasiment des boîtes en temps réel. Ça ne vous donne pas encore des données de contact. Donc, souvent, il faut lui ajouter des petits outils, qui ne coûtent pas très cher, mais qui rendent énormément service, qui vont, donner des coordonnées. Donc, ça va être nomination pour la base Apucali qu'on puisse avoir en France. Et vous avez Drop Contact, vous avez Casper. On a plein d'outils. Il y a aussi des outils pas très chers. Vous en avez certainement dans vos équipes. C'est pas utile d'en avoir 5 différentes. Hein. Je pense qu'on peut rationaliser un petit peu, mais il faut au moins que vos équipes sales aient des outils pour simplement gagner du temps et dans la prise de contact. Et puis, il y a des outils qui vont faciliter la prise de contact en temps réel, qui vont l'automatiser. Donc, on en parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de Lemlist, par exemple, qui vraiment devient très visible. Vous avez Prospecting dans l'équivalent ou concentré sur la prise de contact à travers LinkedIn. Avant, il y avait Data Ananas. Voilà, il y a des outils. Tout ça, c'est des outils français. Donc, Cocorico. On a des outils qui permettent de bien séquencer, organiser et démultiplier, on va dire, le temps du commercial. Avec le bémol que je mets tout de suite, qui est qu'effectivement, le risque qu'on a, et moi je l'ai observé dans mon équipe et chez les clients, c'est de se retrancher derrière l'automatisation pour finalement
laisser l'intelligence artificielle ou en tout cas l'automatisation faire le tri à sa place. Et ça, c'est là dans le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que l'automatisation, c'est bien, ça fait gagner beaucoup de temps, mais il ne faut pas que ce soit entre guillemets un prétexte pour ne pas prendre le téléphone. Et souvent, et notamment sur les plus juniors, on a ce réflexe de quand on pose la question à un commercial, on lui dit est-ce que tu as contacté ce client, il vous répond oui, mais en fait tu l'as contacté comment? En fait, quand il contacté, c'est j'ai envoyé un email ou une séquence d'emails. Et ça, c'est pas contacter un prospect, c'est le tout début du processus. Donc en fait, il faut mettre derrière ces outils qui sont extrêmement efficaces en termes d'automatisation. Déjà, il faut mettre de la rigueur et du contrôle parce que c'est les messages qui vont être envoyés, c'est directement votre propre image. Il y a trop de scénarios tout faits sur le ton humoristique et qui, en réalité, révèlent qu'on est dans l'automatisation à outrance. Donc, faire attention à… Je viens d'en effacer un, Xavier. En même temps que tu parles, je viens d'en effacer un. C'est du marketing automation. C'est bon, vous n'avez pas répondu à mon message, alors dites-moi gna gna gna, 2, etc. Voilà. Donc, effectivement, et moi, ce que je dis aussi quand je vais challenger les équipes qui nous proposent des scénarios, et je leur dis, bon, donc ils regardent les taux d'ouverture, les taux de réponse, etc. Je dis, mais finalement, qu'est-ce qui différencie tes séquences? Qu'est-ce que tu as envoyé comme message? Et ils s'intéressent presque plus à ce qu'il y a au contenu, alors qu'il est juste essentiel. Et moi, je leur explique qu'effectivement, moi, j'en reçois plein des messages, enfin, on en reçoit tous des messages comme ça. Et il n'y a personne qui croit que c'est des humains derrière. Hein. Donc, je pense qu'il faut juste être conscient qu'en fait, quand on reçoit un email automatisé, on sait que c'est l'automatisation. Et donc, la seule chose qui va faire qu'on va réellement ou pas donner une suite, c'est que finalement, ils ont obtenu de nous le droit de peut-être lire le message, et c'est le contenu du message en fait qui va se dire est-ce que c'est un réel besoin. Et c'est pas du tout on va dire la formule qui va être utilisée qui va faire mouche. Donc en fait, la question, c'est est-ce que vous envoyez ce message aux bonnes personnes? Donc, tout le travail sur l'analyse de vos cibles et ne pas envoyer des emails en masse, mais vraiment aux gens qui s'intéressent à vous. Et puis, bien exprimer sa proposition de valeur, le faire sans faute d'orthographe. Il y a encore beaucoup de messages qu'on reçoit avec des fautes d'orthographe. Et donc, voilà, il y a de l'automatisation, mais il y a beaucoup de rigueur. Et là, le management a son rôle aussi pour vraiment contrôler, outiller, coacher sur ce qui va sortir de la société pour que ce soit efficace. Et puis après, il y a les aspects… Juste, Xavier, pour résumer ce que tu dis, c'est quand même par rapport à notre sujet sur la productivité, c'est qu'il n'y a pas d'outil miracle qui vous permet d'aller sortir 500 ou 1000 ou 2000 personnes qui sortent même de la nomination, ce qui est un défi plus qualitatif, en automatisation, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il y a des outils qui sont très, très magiques et qui vous améliorent. C'est une somme à la fois de méthodos, d'outils traités avec des pincettes et avec intelligence, et on n'y va pas en masse à la mitraillette, quoi. Et cette subtilité-là, elle se règle parce que moi, je fais énormément de rencontres entre des marketeurs pour 2 sociétés que j'ai, donc j'organise des rencontres et on voit que tout le monde souffre sur le nombre de leads, les taux de transfo, etc. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de magie, et ça veut dire quelque chose que moi, je soutiens depuis maintenant plus de 15 ans, c'est qu'on aura toujours besoin d'humains et de commerciaux derrière. C'est-à-dire que le marketing seul ne fera jamais de miracle. En tout cas, s'il y en a un qui nous écoute et qui fait des miracles, mais dites-le nous, parce qu'on va vous faire intervenir en conférence, on va vous payer très, très cher. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu de miracle côté marketing. Donc, c'est l'intelligence entre le marketing et les ventes et la formation des commerciaux et le fait de bien les recruter, de bien les payer, qui va faire un vrai succès business. Alors, oui, absolument. Marine le dit extrêmement bien d'ailleurs dans le chat, c'est qu'effectivement, en fait, les outils sont vraiment là en complément, et encore une fois, ça colle parfaitement au sujet de la productivité. Ça ne remplace pas le sales, mais ça le rend beaucoup plus productif, en fait. Ça lui permet de prioriser tout simplement dans sa prospection, de prioriser les cibles. Donc, par rapport à justement leur comportement navigationnel, par rapport à leur réaction, par rapport à toute la campagne d'emailing que tu viens de décrire, en fait, Xavier. Oui, et pour finaliser, effectivement, une fois qu'on a mis en place des outils, il y a beaucoup d'essais-erreurs, il y a beaucoup de tests, en fait, d'hypothèses qu'on vérifie. C'est beaucoup un fonctionnement itératif. Et pour que ça fonctionne, pour que
qu'on soit évolutif et qu'on puisse affiner les cibles, la manière de leur parler, etc., ça suppose du pilotage. Et en fait, une partie du temps consacré notamment aux managers sales chez nous et finalement que ça déborde également, même personnellement, moi je suis impliqué dans ces sujets-là, c'est d'observer, c'est de contrôler et de produire des indicateurs de suivi. Et il y en a un notamment que j'aime pour conclure en fait, quand je fais des sessions là, en formation, je leur dis, est-ce que vous mesurez le taux ou le nombre de leads que vous sortez de votre pipe toutes les semaines? Et quand on pose la question sous cette forme-là, c'est-à-dire le nombre de leads qu'on est capable dans une organisation sales de sortir de son pipe, ça veut dire que d'une certaine manière, on a atteint une maturité pour se concentrer sur avec tous ces outils-là, sur des prospects qui auront été convenablement ciblés, triés, actifs. Et c'est une manière de savoir si, en général, la réponse c'est je ne sais pas. Et moi, mes sales me disent que ce prospect, il est encore intéressant, il va signer la semaine prochaine. Et donc, en fait, tout ça, si on veut gagner la productivité commerciale, c'est aussi de réussir in fine à avoir un pipe qui est un reflet réel de la réalité terrain des opportunités commerciales. Et si on se donne cet objectif et si tous ces outils permettent à tout moment d'avoir un pipe, que ce soit sur HubSpot, Pipedrive, tous les outils que vous utilisez, qui reflètent vraiment, dans lequel chaque sales, chaque SDR est capable quasiment de se dire, parce qu'il les a travaillés, oui, c'est vraiment une opportunité qui va se concrétiser dans un horizon que je maîtrise. À ce moment-là, on concentre les efforts sur la partie qui va réellement développer de l'activité et du business. Et c'est là qu'on fait les plus gros gains de performance. Ça marche. Merci Xavier, Evelyne, Corentine pour ce partage. Et justement, pour conclure, on se demande souvent quand est-ce que c'est le bon moment de recruter, de former ou de trouver des bons outils. Corentine, justement, si je te retourne la question dédiée au recrutement, quand est-ce que c'est le bon moment? J'allais dire, il n'est jamais trop tôt et jamais trop tard. Donc en matière de ce que l'on a vu là, surtout en début de webinaire, c'est qu'il fallait s'adapter au contexte actuel. Quand on a parlé de recibler, de s'adapter, en fait, oui, il faut aller chercher en fait les sous où ils sont. Et effectivement, avec cette reprise en cas, notamment pour remettre un petit peu nos propos dans le contexte. Hein. Donc le cas, il y a une branche qui au contraire a détecter les opportunités en fait durant l'année 2020 que l'on vient en fait de passer, et puis au contraire il y a des secteurs qui sont fortement touchés, qui reprendront peut-être plus tard leur activité. Donc il faut concentrer nos efforts sur effectivement ceux qui vont bien, et donc c'est un peu aussi la loi de Pareto, j'allais dire, avec 20% de nos efforts qui doivent rapporter en fait 80% de notre chiffre d'affaires. Donc pour revenir en fait à ta question, parce que là je m'écarte, c'est en fait tout simplement pour se réadapter à une cible. Ça veut dire pourquoi pas relancer une nouvelle offre, ouvrir un nouveau marché, tester effectivement en fait une nouvelle de nouvelles cibles. Et dans ces cas-là, c'est vrai que la plus grosse demande que l'on a, c'est pas forcément en recrutement aujourd'hui, mais en prestation de service, parce qu'on fait des missions de 8 mois et que c'est beaucoup plus flexible en fait de pouvoir tester avant d'investir. C'est-à-dire on teste une nouvelle cible avant de pouvoir derrière recruter le bon sales qui va pouvoir s'adresser à cette cible, parce que on choisit son sales surtout comme ça d'ailleurs. Hein. C'est non seulement celui qui va, par exemple, savoir utiliser les outils dont vient de parler Xavier, mais c'est se remettre en question en permanence, parce qu'il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement. Les fonctions sales, elles n'arrêtent pas en fait d'évoluer. On fait plus du sales aujourd'hui comme on faisait du sales hier, et c'est la raison pour laquelle Evelyne aura toujours de quoi former en fait. Et donc du coup, la façon dont on choisit en tout cas les sales, c'est quelle est la meilleure personne qui va parler à cette cible-là, à ces interlocuteurs-là, à ces décisionnaires-là. Et donc, effectivement, on a des experts de cette cible ou de ces interlocuteurs qui vont pouvoir venir partager cette expertise le temps d'une prestation de service. Ça, c'est vraiment ce qui nous est le plus demandé quand on manque de visibilité, en fait, sur le marché. Donc, surtout sur le go-to-market. Et puis après, on est effectivement plus en mesure de pouvoir recruter derrière une fois que le marché a été testé, a été vérifié. Donc c'est surtout, en fait, quand tu me posais la question quand,
on va dire que c'est à l'ouverture d'une nouvelle verticale. Quand je parle de verticale, c'est un nouveau secteur. Quand on veut s'adresser, on va oublier par exemple momentanément le tourisme, parce qu'on sait qu'il va plutôt reprendre qu'en 2024, mais on va plutôt mettre ses efforts sur l'immobilier, par exemple, sur n'importe quelle verticale sectorielle. Quand on construit, par exemple, un nouveau pôle aussi dans son organisation de vente, par exemple, on va essayer d'augmenter son chiffre d'affaires et d'être beaucoup plus productif en lançant sa vente indirecte, parce qu'on est plutôt mature sur la vente directe, ou voilà, quand c'est à chaque fois en fait que l'on va vouloir tester en fait encore une fois, soit une nouvelle offre, soit un nouveau marché. Très clair. Justement, parfois, c'est pas habituel de se dire il faut investir avant même de voir et d'avoir des résultats. Il faut pouvoir, en tout cas, un peu mettre des fonds, ou plutôt avancer des fonds pour, in fine, que ça réussisse après. Donc, effectivement, c'est jamais trop tôt, jamais trop tard, pour reprendre ta phrase, j'aime beaucoup. Notamment au niveau formation, c'est pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, à un moment où c'est un peu incertain, est-ce que c'est le bon moment de se former ou est-ce que c'est pas le bon moment? Quel est ton point de vue, justement, Evelyne? Alors, moi, je vais essayer de répondre très, très rapidement parce qu'il nous reste quelques instants pour répondre aux 2-3 questions et je voudrais pas m'étaler là-dessus. Mais si vos collaborateurs sont en télétravail. 2, si vous craignez, vous constatez un manque d'engagement. Et 3, si vous constatez des comportements qui diffèrent chez vos acheteurs, franchement, perdez pas de temps. Si vous avez appelé aucun cabinet avant, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre email, vous allez sur notre site, vous dépêchez avant de perdre de la productivité, de l'engagement collaborateur. Voilà, on va vous accompagner là-dessus. On a un business qui est en très, très forte progression en ce moment parce que beaucoup de gens qui nous connaissent nous contactent. Donc, surtout, pas d'état d'âme, appelez-nous. Et Xavier, notamment, GetQuanti a fait appel à Dreamcatcher Sales et à Booster Academy. Donc, oui. Tu peux aussi témoigner sur ces sujets ou c'est jamais… Je confirme qu'effectivement, on est toujours… alors, on est aussi en forte croissance et toujours en recherche de nouveaux collaborateurs et d'amélioration de la performance. Donc, on travaille avec Corentine sur des nouveaux profils, sur de la presta, du recrutement, avec Evelyne sur de l'amélioration du coaching de collaborateurs. Et finalement, par rapport à la question de quand faire appel ou quand se lancer dans une machine à lead par GetQuanti, j'ai envie de dire, c'est vraiment dès que possible et avant que trop de vos concurrents les fassent avant vous, parce que comme disait nous, on sait qui dans votre secteur d'activité est déjà passé à la vitesse supérieure, donc on sera ravis de vous accompagner. Parfait. Effectivement, on a légèrement explosé la deadline, mais on est arrivé au bout de nos questions. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à mon micro. J'ai vu que certains, effectivement, disaient que c'était trop court. Moi aussi, personnellement, j'ai trouvé ça trop court, mais j'espère que beaucoup ont trouvé aussi que le contenu était riche. Je vais vous repartager les coordonnées de chaque intervenant, que vous puissiez aussi reprendre ou faire même une capture d'écran de ces coordonnées. Et beaucoup ont demandé aussi dans la partie questions des contenus pour finalement enrichir leur propre vocabulaire, leurs connaissances, donc notamment liés aux termes que tu évoquais, Corentine. Il y a pas mal de contenus, dont un livre blanc qui a été édité par Dreamcatcher Sales pour créer votre machine à lead, donc votre machine Sales, qui a été notamment évoqué par Xavier. Il y a plein d'outils qui ont été cités aujourd'hui qui y sont aussi, donc vous pouvez aussi le télécharger. J'ai aussi, en vous écoutant, rassemblé quelques éléments à retenir aussi de ce webinaire. On ne va pas justement avoir le temps de le résumer et de les repasser en revue, mais vous pouvez aussi faire une capture d'écran. Donc, je vous laisse quelques instants pour le faire. Et dès que ce sera OK, je remettrai justement sur vos 3 photos pour vous remercier à nouveau. Si vous avez d'autres questions, en effet, il y a toujours l'onglet questions et on va y revenir rapidement pour voir si on a laissé personne à la porte. Et aussi l'onglet sondage qui est destiné pour vous aussi, pour mieux vous connaître et cibler aussi comment on pourra continuer cet échange-là qui, pour certains, a été trop court. Alors là, je ne vous vois plus puisque je partage mon écran. N'hésitez pas, Evelyne, Xavier, Corentine, si vous voyez dans l'onglet questions des suggestions ou des éléments qui doivent être étoffés avant la fin.
On peut encore… Oui, il y a un sujet, il y a une question, j'aimerais y répondre, de Yannick sur la partie immobilière en disant on reçoit plein de leads, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut gérer? Alors, avant de parler comment je vais chercher plus de leads, comment je fais pour mieux les traiter? Yannick, il y a vraiment un vrai sujet que je travaille avec beaucoup de promoteurs, donc je connais bien le sujet et j'ai moi-même une grosse expérience chez Nexity. C'est que quand vous avez des leads, clairement, d'abord, il y a un vrai sujet, c'est la rapidité de contact d'un lead. Alors, on l'a dit souvent, mais alors dans l'immobilier, ça se compte en minutes entre le moment où je le reçois et le moment où je le contacte, pas en heures, mais en minutes. Et ensuite, il y a des questions un peu magiques et je vous en offre une qui marche pas mal dans pas mal de secteurs B2C, c'est qu'est-ce qui a fait que vous nous avez contacté aujourd'hui? Voilà, le mot aujourd'hui vaut très cher, il est ultra magique parce que savoir ce qui a fait la démarche aujourd'hui va vous permettre de voir si votre lead est chaud, pas chaud, etc. Parce que aujourd'hui, dans l'immobilier, si j'ai vu une super image avec un super truc, vous vous dites ok, c'est l'image, il est peut-être pas si chaud que ça. Si j'ai eu ma belle-mère au téléphone et elle veut absolument qu'on déménage, c'est urgent, etc. Vous allez qualifier. Le aujourd'hui, il est magique. C'est une phrase que vous pouvez avoir systématiquement et sur laquelle après vous pouvez vraiment bâtir le niveau de chaleur, on va dire, et de motivation de votre client. Voilà juste pour répondre à Yannick, qu'il soit pas frustré en raccrochant. Et je voulais juste peut-être apporter un complément justement parce que c'est quelque chose de très nouveau pour nous. On a atteint pour la première fois avec un client, et c'est pas l'un des moindres, c'est le groupe Peugeot, en mesurant les choses sur plusieurs années. On a pu démontrer cette année qu'on avait, en termes de transformation, je parle bien de vente, il se trouve que on accompagne le groupe, on distribue des leads tous les jours à toutes les concessions dans la France des professionnels qui visitent le site Peugeot. Et pour la première fois en 2020, on a démontré que les vendeurs transformaient davantage sur des leads qualifiés par GetConti qui n'avaient pas laissé leurs coordonnées que sur des formulaires. Et ça, c'est un changement de paradigme très important. Ça correspond aussi à ce que tu disais, c'est que les personnes qui en plus laissent leurs coordonnées sur votre site, ce n'est pas forcément au niveau client, ni les plus intéressés, ni les meilleurs à recontacter, parce qu'il y a toujours un déchet. Et c'est pour ça qu'il faut ajouter à de l'entrant une démarche proactive ciblée. Et c'est la combinaison des deux qui va créer de la performance. Donc, oui, il y a toujours besoin et de plus en plus de qualifiés. C'est le métier qu'exposait Corentine avec les SDR, les DDR. Et nous, c'est là où il y a le plus on a le plus recruté chez Corentine, c'est sur ces fonctions-là. Parce que la qualité de la qualification, elle est juste essentielle pour la performance derrière. Et là, il y a de l'humain, comme on disait, c'est pas des machines qui vont qualifier, qui vont poser la question que disait Evelyne, c'est la prise de contact humaine. Il ne faut pas oublier, nous on dit souvent qu'en B2B en tout cas, plus de 50% des ventes sont faites avec le premier vendeur qui est rentré en contact avec le prospect. C'est-à-dire que comme c'est souvent des ventes complexes, ce sont souvent des ventes complexes, il y a besoin de conseils, voire d'évangélisation, il y a une prime à finalement la bonne personne qui rentre en contact dans des bonnes conditions avec le prospect, même si derrière elle vous met en concurrence. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour un petit peu avancer le temps, aller au contact de ces prospects intéressants et pas attendre pas laisser les outils ou les formulaires filtrer trop finalement ces prospects potentiels. Mais je pense qu'on peut conclure avec ces mots-là. Corentine, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'était juste pour appuyer les propos en fait d'Evelyne et Xavier. Effectivement, en fait, la connaissance client, elle est vraiment clé dans les points de productivité. Donc, pour gagner des points de productivité, et d'ailleurs, ça fait partie aussi des évolutions qu'il va y avoir dans les années à venir au niveau des fonctions sales, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront dédiés qu'à cela, qu'à la connaissance client. En attendant, en tout cas, tous les sales qui nous écoutent aujourd'hui, il faut surtout en fait ne pas négliger la discipline sur le CRM. C'est en tout cas quelque chose que tous les managers, les entrepreneurs ne cesseront de répéter, mais c'est tellement important en fait. Si vous voulez bien faire votre boulot, toutes les informations sont importantes. Et donc il faut au-delà des soft skills, au-delà de votre savoir-être, au-delà en fait de votre capacité à connecter avec vos interlocuteurs, ne négligez absolument pas la connaissance client et rentrez toutes les informations que vous pouvez rentrer en fait dans votre CRM. Merci. Et puis, surtout, gardez le smile, comme disait Evelyne aussi au début, le business is a game. Donc, du coup, mettez-vous en bonne condition tous les matins. Dites-vous que ce soir, vous aurez accompli et appris plein de choses, quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ça qui est chouette. Exact. Le mental, le team spirit. Exactement.
Merci encore. J'espère que justement l'objectif de donner de la positivité a été rempli. Votre café a été un petit peu plus long que prévu. On vous laisse justement aller dans votre cœur business et à très vite pour continuer l'échange en privé. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.